Bonjour à tous. On enchaîne avec une nouvelle table ronde. Une table ronde sur la chaîne de valeur de l'immobilier. Aujourd'hui, on entend plein de concepts, plein de choses qui changent, plein de choses qui évoluent. L'entreprise se transforme, on vient d'en parler. L'immobilier doit suivre ces changements. On va essayer de dérouler la chaîne de valeur du monde immobilier en commençant évidemment par les investisseurs. J'invite donc sur scène Monsieur Philippe Couturier. Normalement, ça marche. Ça marche, ok. Bien, bonjour à tous. Philippe Couturier, donc président de Scaprim Service. Alors, on a la particularité d'être investisseur, asset manager, et surtout la particularité de gérer cet actif de bureau qui nous accueille aujourd'hui, Cœur Défense. Donc, c'est un ensemble de 160 000 mètres carrés de bureaux, plus des services, plus un atrium, dont on va parler quelques instants. Alors, pourquoi donner la parole à un investisseur dans cette thématique générale? Tout simplement parce que si on parle des immeubles de bureau, par définition, il faut bien quelqu'un pour les acheter, il faut bien quelqu'un pour les financer. Et on va effectivement parler, je pense, pendant cette heure de toute cette chaîne de création, avec le promoteur qui le construit, qui doit donc être au fait des nouvelles demandes, l'architecte qui le conçoit, l'utilisateur, et puis effectivement, le financier, donc, qui n'est pas forcément le rôle le plus sexy des quatre, mais en tout cas, dont on a besoin effectivement pour se positionner sur ces sujets-là. Alors, comme je crois que l'Assemblée est assez hétérogène, il faut peut-être juste revenir à une base. Pourquoi est-ce qu'on investit dans un immeuble de bureau? Pourquoi est-ce qu'un fonds d'investissement, pourquoi est-ce qu'une compagnie d'assurance vient sur un immeuble de bureau? Évidemment, c'est pour y trouver une rentabilité qui est fonction d'un certain nombre de critères, la liquidité, le risque que l'on prend au niveau de cet investissement. Mais je dirais que ce qui est assez important, c'est que pour avoir cet investissement, ce retour sur investissement et cette rentabilité, on va mettre le locataire au cœur, évidemment, du dispositif. Pourquoi? Parce qu'on va effectivement rentabiliser son investissement à travers le loyer que l'on va générer ou les loyers que l'on va générer, et puis à travers la plus-value, parfois la moins-value, que l'on va faire au moment de la sortie. Donc, par définition, toute la thématique que l'on est en train de travailler sur ces 2 jours de Revolution at Work, etc., c'est de façon endogène une problématique que l'on a en tant qu'investisseur, parce qu'investir dans un immeuble qui est obsolète, qui ne pourra pas se mettre au goût du jour, qui ne pourra pas correspondre aux besoins des locataires de demain, est un immeuble qui, par définition, est un mauvais investissement. Donc, le locataire est au cœur de notre investissement, et le locataire, c'est effectivement ces nouveaux modes de travail que l'on est en train d'analyser et sur lesquels il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui. Donc, je pense qu'un des sujets, c'est surtout de se dire, mais finalement, quand on investit, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs pour coller à ces problématiques d'utilisation, sachant que pour moi, la révolution qu'on est en train de vivre, elle s'inscrit sur 2 thématiques majeures. La première, c'est la révolution de l'information et la circulation de l'information. Pour certains d'entre vous qui ont plus de 45 ans, quand vous avez commencé à travailler il y a 20 ans, le chef d'entreprise, il était dans son bureau et il ne partageait pas forcément cette information pour une raison simple, c'est que c'était un moyen d'avoir le pouvoir. Aujourd'hui, ça a radicalement changé. L'avènement d'Internet fait que l'information est accessible à tous et au contraire, quand on est chef d'entreprise, c'est même un mode d'efficacité que de partager cette information. Donc on va avoir effectivement ce mouvement de communication beaucoup plus fort qu'il ne pouvait l'être par le passé, et donc avec toutes ces conséquences sur l'aménagement des espaces, c'est plus forcément le bureau du chef d'entreprise qui est au dernier étage le mieux placé, ça va plutôt être la cafétéria, qui est un endroit d'échange. Et puis la deuxième révolution, c'est le bien-être au travail, puisque il a fallu quelques années pour comprendre qu'on passait plus de temps au travail qu'effectivement chez soi. Et donc, cette qualité de travail est absolument essentielle. Donc, ces 2 thématiques-là, elles sont forcément à prendre en compte dans l'investissement que l'on fait. Et si on prend l'exemple de Cœur Défense,
qui est un exemple concret, qui est un exemple que vous pourrez regarder effectivement en vous promenant dans les parties communes. C'est un immeuble dont Jean-Paul nous parlera tout à l'heure, mais qui a été conçu de façon révolutionnaire, qui était probablement en avance sur son temps, structurellement, avec un positionnement exceptionnel, puisqu'il est sur la dalle, propriétaire de ses parkings. Mais c'est un immeuble qui évolue dans le temps. Et donc la question était de se dire, est-ce que finalement on se satisfait de ses qualités intrinsèques, ou est-ce qu'au contraire, on va quand même essayer d'accompagner le mouvement pour répondre aux attentes effectivement des utilisateurs et des collaborateurs qui, vous l'avez compris, font la valeur d'un immeuble. Et donc c'est ce qu'on s'est attaché à faire sur un certain nombre de thématiques. La première a été de redonner l'espace aux collaborateurs, et notamment cet atrium qui est très vaste, qui était initialement conçu comme un lieu de passage entre les différentes tours. Vous avez 2 tours et 3 bâtiments. Et donc, cet atrium minéral, nous avons souhaité l'aménager de telle façon à ce que les locataires qui payent effectivement cette surface puissent les utiliser comme des lieux de travail. Vous avez constaté qu'il y a des cocons, il y a des lieux de réception, il y a des lieux où les gens peuvent interagir. Il y a des endroits où les collaborateurs des utilisateurs ne font pas forcément leur rendez-vous dans les bureaux, mais peuvent aller prendre un café, discuter en bas dans l'atrium avec leurs clients. Ça, c'était une première thématique. Et la deuxième thématique qui est fondamentale aussi et qui va être largement débattue entre aujourd'hui et demain, c'est la thématique du coworking. Alors, pourquoi est-ce que le coworking est fondamental pour une structure comme Cœur Défense? Tout simplement parce que c'est un service complémentaire qui est rendu, qui permet une flexibilité absolue au niveau des utilisateurs qui sont en place. Quand vous avez un locataire qui a 3 niveaux de bureau, il peut avoir un groupe projet pendant 6 mois, il peut avoir un développement, mais qui n'est pas suffisant pour prendre un plateau supplémentaire, qui fait 1600 mètres carrés. Et donc, on va, à travers ces espaces de coworking, après avoir accueilli effectivement Nextdoor, que vous avez dû voir sur les étages bas de la tour A, cette capacité à donner de la flexibilité aux utilisateurs qui vont pouvoir, sinon un besoin complémentaire de surface, mais qui n'est pas forcément suffisant pour s'étendre, avoir sur un périmètre plus court et sur une surface plus courte, la capacité à s'étendre. Donc tout ça pour dire que l'investissement est forcément corrélé aux réflexions que l'on a aujourd'hui. Il y a une réserve par rapport à tout ce qu'on évoque au niveau de la flexibilité, c'est qu'on est dans un marché avec une appétence extrêmement forte pour les actifs core et qu'on appelle sécurisés, c'est-à-dire avec des baux de long terme. Ça, objectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un marché qui ne va pas changer là-dessus, qui est un peu en totale contradiction avec la thématique de flexibilité, notamment au niveau des baux. Il y a d'ailleurs un certain nombre de thèmes qui vont être évoqués demain, je crois, sur le bail commercial est-il mort, etc. Mais je dirais que c'est la seule réserve que j'ai par rapport à tout ça. L'investissement, il se caractérise aussi par un besoin de sécurité et qui est parfois un peu en contradiction avec la flexibilité, même si les immeubles doivent se réinventer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Couturier. On l'a compris, les investisseurs ont pris le train du changement du travail. Maintenant, passons à l'étape suivante. On a trouvé les financeurs. Il faut construire le bâtiment de demain. J'invite donc Monsieur Jean-Frédéric Henry. Bonjour à tous. Je représente ici Altaria Cogedim, qui a la double casquette d'investisseur et de promoteur, et moi je dirige la partie promotion immobilier d'entreprise. Alors je vais commencer par vous dire tout simplement la vision du promoteur de bureau. Et pour faire simple, elle n'est pas rose, parce qu'il faut ouvrir les yeux. La reconstruction est terminée, les 30 glorieuses sont terminées, la tertiarisation de l'économie française s'est totalement achevée. Ça s'est traduit par plus du doublement du parc immobilier tertiaire en Île-de-France. Et aujourd'hui, il y a 4 millions de mètres carrés vacants. Si vous rajoutez à ça la troisième révolution industrielle, le fait que demain, certains présentateurs télé seront remplacés par des robots, vous vous dites que notre avenir n'est pas rose. J'entends parler de freelance, j'entends parler de coworking,
On m'explique que désormais, on peut travailler chez soi, on peut travailler dans le train. Alors pour Altarea, qui est leader du commerce en gare, ça me va très bien. Pour Altarea, que j'ai dit mon entreprise, c'est moins intéressant. Est-ce que le métier de promoteur de bureau est mort? Non. Non, il y aura toujours besoin d'immeubles de bureaux nouveaux. Simplement, aujourd'hui, un immeuble de bureau nouveau, un quartier de bureau nouveau, n'a de sens que s'il apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est profondément en adéquation avec les attentes des utilisateurs. Et les attentes des utilisateurs, je ne les connais pas. Il faut avoir l'humilité de connaître ses limites. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui savent dire aujourd'hui comment elles vont travailler dans 10 ans ou même dans 5 ans. Or, un bail, c'est 6 ans, 9 ans, 12 ans. La durée de vie d'un immeuble, c'est quand même au minimum 30 ans. Donc soyons humbles. Faisons des immeubles qui seront capables de survivre, de s'adapter, de se transformer en permanence. Et c'est là que le rôle du promoteur de bureau est un rôle, me semble-t-il, passionnant et crucial. Imaginez un immeuble de bureau en blanc, ça a été longtemps considéré comme une activité secondaire. Et les grands architectes n'existaient que quand ils construisaient pour la commande publique, de préférence un musée. Heureusement, aujourd'hui, il y a des très grands architectes internationaux, et Jean-Paul Viguier nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui considèrent que l'immeuble de bureau, ça fait partie de la ville, c'est un élément important de la vie, c'est une pièce majeure dans un quartier, et l'immeuble de bureau en blanc, c'est l'immeuble de bureau du futur. C'est celui qui survivra à son occupant, quel qu'il soit, y compris si l'occupant ne change pas. Parce que le monde du travail, il va changer. Ça anime les débats politiques et ça anime notre profession. Alors, comment ça va changer notre travail de promoteur de bureau? Éric Donnet vous a parlé tout à l'heure des producteurs de fraises. Moi, je voudrais vous parler des abeilles. Alors, pas des ruches sur les toits. Hein. On en a sur notre immeuble, il y en a à l'agence Viguier. Son miel est meilleur que le nôtre parce qu'il y a des tilleuls autour de son immeuble. Non, je veux vous parler du rôle économique des abeilles. Il y a des chercheurs très sérieux qui ont théorisé la valeur créée mondialement par les abeilles. Donc il y a des chercheurs qui ont calculé la valeur de la production de miel, la valeur de la production de cire. Et ça donne des chiffres extraordinaires. Et il y a un autre chercheur qui a dit non, vous faites erreur. La valeur créée par les abeilles, c'est la valeur qu'on n'aurait plus si les abeilles n'étaient pas là. Si les abeilles ne sont pas là, c'est des tas de productions agricoles qui n'existeraient plus, parce que les abeilles, elles servent à polliniser. Eh bien, ma conviction, c'est que l'immeuble de bureau, il sert à la pollinisation. L'immeuble de bureau a été, jusque dans les années 80, un lieu de production individuelle. C'est maintenant un lieu de communication et d'échange. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Allez visiter le siège de Google ou le siège d'Apple en Californie. Vous êtes parmi les gens les plus connectés au monde. Ils sont nés avec un smartphone, une tablette et un téléphone portable. Ils pourraient ne pas quitter leur appartement. Pourtant, ces gens-là sont de 7h du matin à 22h dans leur siège à Palo Alto. Pourquoi ? Parce que plus on est connecté, plus on a besoin de rencontres physiques. Un immeuble de bureau, c'est l'outil qui permet de créer la rencontre physique. Et vous avez entendu des discussions très intéressantes sur l'organisation du travail et tous les bouleversements. Ce qui est clair, c'est que demain, on aura plus à gérer la façon de travailler qu'à produire. Et donc, l'immeuble de bureau de demain, il sert à ça. Comment ça se traduit au quotidien ? Parce que ça peut être des grandes phrases, mais au quotidien, c'est des choses extrêmement précises. Plus de salles de réunion. Tout type de salles de réunion. D'un amphi de 200 places, comme ici, jusqu'aux micro-salles de réunion. Les salles de réunion pour 2 personnes. Les salles de réunion pour 1 personne. On réinvente aujourd'hui, dans les immeubles de bureau, les cabines téléphoniques. L'endroit où on sait s'isoler pour pouvoir avoir une conversation privée, au calme, voire un petit moment d'isolement.
On réinvente des lieux autres. Regardez à la Défense, combien d'immeubles ont des terrasses habitées? Très peu. Jusqu'à présent, dans les immeubles de bureaux, vous aviez soit des terrasses techniques, soit la terrasse du patron. Désormais, on fait des immeubles de 7 étages avec 6 terrasses. On imagine avec Jean-Paul Viguier à Issy-les-Moulineaux un immeuble avec des terrasses magiques à 30 mètres au-dessus de la Seine, avec des boîtes en verre qui vont faire des salles de réunion extraordinaires. Ce sera un lieu où la productivité n'aura rien à voir avec une salle de réunion en sous-sol ou aveugle en noyau. Les façades dans nos immeubles, aujourd'hui, elles doivent permettre d'ouvrir la fenêtre, d'avoir la communication directe avec l'extérieur, de sentir l'air, de savoir quel temps il fait dehors, de savoir quelle heure il est. Si vous êtes dans une tour de bureau avec des verres teintés et que vous ne savez pas s'il fait beau dehors ou s'il fait gris dehors, parce que quel que soit le temps, vous avez la même image à travers le verre teinté, vous ne pouvez pas travailler correctement. Donc nos immeubles, ils sont ouverts sur la ville. Ils sont ouverts sur la ville jusque dans les années 90. Et cet immeuble est assez emblématique d'un moment de bascule. C'est la fin du verre miroir. L'image de l'immeuble de bureau, c'était l'immeuble autiste, fermé par du verre miroir. Désormais, l'immeuble de bureau, il fait partie de la ville. La pollinisation, c'est à l'intérieur de l'immeuble. Comment l'immeuble de bureau sert à ce que les gens se rencontrent. Quand on a fait le siège de Mercedes-Benz France, le président de Mercedes me disait, tu sais, ma hantise, c'est que je suis dans un très vieil immeuble de très grande qualité avec des très beaux couloirs en bois. Chaque fois que j'ouvre une porte, je ne sais pas si c'est un placard ou la porte d'un bureau et j'ai peur qu'il y ait un cadavre qui me tombe dessus. Il est passé dans un immeuble ouvert. Ce n'était pas une volonté de faire de l'open space pour gagner des mètres carrés. Ce sont des industriels, ils ont besoin de faire travailler les gens ensemble et leur immeuble, il avait comme objectif de faire mieux travailler et plus naturellement travailler les gens ensemble. Voilà les sujets auxquels nous sommes confrontés. Voilà les sujets qui nous animent. On le fait avec beaucoup d'humilité parce qu'on produit des immeubles qui vont durer 30 ans pour des clients dont on ne sait pas comment ils vont les utiliser. Quand il y a 10 ans, on a imaginé la Tour First avec 7 Sky Lobby de 3 étages de haut, on a imaginé tout un tas de scénarios. Salle de réunion, accueil des portées, bureau pour un président mégalo, jardin d'hiver. Les utilisateurs qui sont venus dans ces immeubles, ils sont venus avec leurs idées, ils ont fait autre chose. On n'avait pas pensé à ce qu'ils ont fait. Et demain, ils vont faire autre chose encore. Mais ce ne sera pas obsolète. Et c'est ça qui permettra que cet immeuble soit encore moderne dans 10 ans. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, les investisseurs, les promoteurs ont pris la direction des nouveaux bâtiments. C'est des choix qui se sont faits il y a 10 ans. Les artistes, les gens les plus connus de cette chaîne de valeur de la construction immobilière, c'est ceux qui sont souvent mis en valeur. C'est à eux qu'on donne toutes les fleurs et aussi parfois les critiques dans la construction de ces nouveaux immeubles. On a la chance d'avoir avec nous cet après-midi la personne qui a conçu le bâtiment dans lequel vous êtes accueillis aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir très fort Monsieur Jean-Paul Viguier. Bonsoir à tous. En effet, ce bâtiment ici a été conçu dans les années 90 et c'est un bâtiment de crise puisqu'il a été conçu à un moment où il est tombé dans la crise terrible des années 95 et donc il s'est arrêté. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, quand une conception qui est un grand élan, cela a été décrit précédemment, qui mobilise beaucoup de personnes, beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire, et beaucoup de moyens souvent, s'arrête. On se demande comment elle va reprendre et si elle va reprendre. Voilà. Et elle a repris. C'est la conception dans les années 95-96 sous l'impulsion de Léon Brester, qui à l'époque dirigeait Unibail, et qui a décidé que la crise, c'était le meilleur moyen, le meilleur moment pour concevoir des immeubles. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment où personne n'en faisait, lui, il dit il faut sortir de cette crise par le haut. C'est pour ça que nous avons fait Cœur Défense. Cœur Défense était à la fois le dernier immeuble, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent, du XXe siècle, bon, je sais pas, et peut-être aussi quelque part un peu le premier du XXIe. C'est-à-dire que c'était un immeuble qui avait déjà dans son concept, dans la façon d'être écrit, des espaces de bureau, des espaces de travail, qui préfiguraient ce que, par exemple, Jean-Frédéric Harry vient de décrire maintenant.
la sérendipité, le rapport entre les personnes, la créativité au travail, le bien-être, la lumière, la productivité consentie, etc. Toutes ces choses que l'on cherche aujourd'hui dans l'espace de travail, quelque part, faisaient partie des préoccupations de la conception du Cœur Défense. Bon. Donc c'était 2 tours, vous l'avez vu, ou je ne sais pas si vous avez visité cet immeuble, il y a des plateaux qui font 1600 mètres carrés, ce qui était très grand à l'époque, qui peuvent être rejoints 2 par 2, donc 2 fois 1600, 3200 mètres carrés horizontalement, ce qui permettait de mettre des équipes de 150 à 200 personnes par plateau. Donc tout ça était nouveau, formidable, il n'y avait pas de cloison, les espaces étaient ouverts sur 80 mètres de longueur. Et voilà. Et donc, il fallait vaincre pour ça énormément de difficultés techniques, de pompiers. Tout à l'heure, il a été dit que cet atrium commençait à vivre. Il est resté non vivant pendant très longtemps parce que les pompiers ne le permettaient pas. C'est un atrium qui reçoit les tours IGH au milieu et les pompiers n'autorisaient pas que l'on mette quoi que ce soit autre que du M0, comme l'on dit, c'est-à-dire des matières strictement ininflammables à l'intérieur de l'atrium. Donc, et ça a été toute une histoire pour mettre les arbres que vous avez vus. Et pour les mettre, il a fallu prévoir des arrosoirs sur les côtés pour qu'on puisse les éteindre au cas où il y aurait la moindre étincelle qui serait générée dans cet univers de granit. Voyez, donc c'était vraiment surréaliste, quoi. Voilà, donc tout ça bouge beaucoup. Le Cœur Défense, c'est fait. Déjà, il y avait des paramètres dans Cœur Défense qui annonçaient la modernité, on l'a dit, sur l'espace de travail. Cœur Défense aussi annonçait la modernité sur les charges, c'est-à-dire ce qui pèse sur les entreprises en dehors de leur loyer, ce qu'on appelle les overhead en anglais, quoi. Et ici, l'objectif était de diviser par 2 les charges qui pesaient sur les tours de la Défense à l'époque. Et voilà, ça a été réalisé. Donc c'était le premier immeuble aussi qui avait donc une préoccupation sur les consommations d'énergie, sur le confort, la température, le rapport à l'air, etc. Donc cet immeuble est resté fermé. Il a été dit tout à l'heure qu'on avait fait pendant très longtemps des immeubles, nous on les appelle des immeubles thermos, pendant très longtemps. Donc Cœur Défense est d'une certaine manière un immeuble thermos, mais ne l'est plus non plus, puisque l'air que l'on respire ici a un débit 3 fois plus élevé que dans les tours habituelles. L'air neuf qui est infusé dans les locaux. Cet air est recyclé en partie sur les températures par l'air repris. Il n'y a qu'une partie d'air neuf qui est remise chaque fois. Cet air est traité, il est dépoussiéré, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les particules de l'air. Il passe dans des filtres d'ozone, c'est-à-dire qu'on enlève aussi les bactéries. Donc on distribue de l'air propre, filtré et sans germes à l'intérieur de cet équipement. Les fenêtres ici n'ouvrent pas, mais elles sont composées de 2 verres éloignés de 16 cm, entre lesquels il y a de l'air comprimé à l'intérieur par des petits moteurs qui créent un coefficient d'isolation thermique qui est l'équivalent d'un gros mur. Autrement dit, c'est comme s'il y avait des murs autour de ces tours et pourtant il n'y a que du verre. Vous le voyez. Donc il y avait déjà cette préoccupation de consommer peu, d'être économe, d'avoir des espaces ouverts et agréables pour travailler. Donc cet immeuble a été fait et annoncé. À cette époque-là, tout le monde a dit mais des tours, on n'en fera plus jamais, quoi. C'est un archétype terminé. Regardez, la tour est un modèle périmé. C'était le XXe siècle, on n'en fera plus. Bon, si vous regardez le monde aujourd'hui, on n'a jamais construit autant de tours qu'aujourd'hui dans le monde. Il y en a partout. Et cela est lié évidemment à ce qu'on appelle l'urbanisation de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 50% des gens vivent à l'intérieur des villes et que cette proportion ne cesse de croître. 50, 60, 70, on dit que dans 20 ans, il y aura pratiquement les 3/4 de la population qui vivra dans des villes. Et cette population veut vivre dans des villes agglomérées, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire des villes qui contrarient le modèle américain de l'après-guerre, de ce qu'on appelait l'urban sprawl aux États-Unis, c'est-à-dire l'étalement urbain. On ne veut plus dépenser des heures à aller de son domicile à son travail. On ne veut plus commuter. On veut être proche de son lieu de travail. On veut trouver sur son lieu de travail son habitation pas très loin. Entre l'habitation et le lieu de travail, on veut trouver des services, des équipements, de la culture, du commerce, tout ce qui rend finalement la vie en ville agréable et jouissive. Voilà. Et donc tout ça, évidemment, concentre des populations de plus en plus grandes sur des territoires qui, eux, ne s'agrandissent pas. Les terrains pour construire ne sont pas illimités. Et donc cela veut dire que si l'on veut mettre plus de personnes et plus d'activités sur des terrains qui, eux, ne s'agrandissent pas, il faut augmenter la densité construite. Augmenter la densité construite, cela veut dire ou bien monter en hauteur, d'où les tours qui continuent à se construire, ou bien agglomérer les fonctions. C'est-à-dire construire de la mixité urbaine et arrêter de fabriquer la ville comme on l'a fait jusqu'à la fin du XXe siècle, en faisant un terrain un immeuble, un autre terrain un immeuble, un troisième terrain un immeuble, et ainsi de suite. C'est-à-dire considérer la ville finalement comme un lotissement plus que comme une série de formes agrégées les unes aux autres.
et en même temps envisager cette question de la mixité comme un bonheur, c'est-à-dire que la mixité, le fait que l'on trouve les fonctions les unes à côté des autres, rend la vie plus agréable. Voilà, moi j'appelle ça la ville intense, parce que je préfère que la ville soit intense que dense. Et je rajoute qu'il ne suffit pas d'augmenter la densité d'une ville pour la rendre meilleure, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est une époque qui s'est parachevée d'une certaine manière sur la tour. La deuxième tour que j'ai faite à la Défense, que vous avez sans doute vu, qui est Majunga, qui est de l'autre côté de l'Axe, sur la partie sud du parvis. Et cette tour représente une nouvelle génération au sens où elle se préoccupe véritablement encore plus de la flexibilité au travail, du bien-être. Là, pour le coup, il y a des fenêtres qui ouvrent, c'est-à-dire que... On appelle ça des fenêtres, mais en réalité, ce sont des diaphragmes sur les façades qui ouvrent et qui permettent donc de sentir l'air de l'extérieur, qui permettent d'entendre le bruit de la ville, de diminuer le stress au travail, ce qui est essentiel, d'avoir des jardins d'étage, de pouvoir sortir tous les 2 étages, discuter avec des collègues, ressentir l'air qu'on fait extérieur, c'est-à-dire que toutes les critiques que Jean-Frédéric tout à l'heure attribuées aux tours ont été considérées pour essayer de faire des tours meilleurs. Voilà. Mais c'est un modèle aussi qui connaît ses limites, évidemment. Et ces limites sont d'autant plus grandes en France que les règles de sécurité imposées par les pompiers nous mènent à une unique typologie de tour, c'est-à-dire un noyau au milieu et des bureaux tout autour. Puisque les distances qui vous séparent en France du noyau et de l'évacuation sont des distances fixes, assez courtes finalement, et qui ne permettent pas de déployer des plateaux très grands. Voilà. Donc tout ça amène à un modèle de tour. Je pense que Majunga correspond, selon moi, à une typologie de tour qui est très en avance sans doute pour aujourd'hui, mais qui correspond à une sorte de palier supplémentaire. On ne voit pas très bien, on pourra changer la forme, on pourra les faire plus grandes, plus hautes peut-être, mais en tout cas sur le fond, Majunga représente une sorte de palier. Alors on peut se demander, mais alors après, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Quel est le modèle suivant ? Le modèle suivant, c'est une autre typologie de tour. Et là, je suis en train d'étudier le siège-monde de Vinci, qui va être construit au Grou. Et là, les tours, la typologie même de la tour, le concept même de la tour disparaît. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire un bâtiment le plus haut possible, le plus isolé possible des autres, le plus monumental, entre guillemets, possible, mais on essaie de faire un bâtiment qui est en réalité simplement un bâtiment bas qui a grandi. C'est-à-dire qu'on fabrique un bloc urbain composé de différentes parties, différents immeubles, différentes fonctions. On introduit ce qu'on appelle la porosité dans l'immeuble dans l'espace de travail. C'est-à-dire que cet immeuble, au lieu de se couper de son environnement, au contraire, il cherche les contacts avec son environnement. Il se met à partager des fonctions avec d'autres immeubles de bureaux qui sont voisins, voire avec la ville. Par exemple, cet immeuble sera construit au Grou. Il y a des grandes zones de sport qui seront les week-ends accessibles aux associations de la ville de Nanterre. Il y a des grands amphithéâtres comme celui-ci qui seront utilisés par les autres immeubles de bureaux du quartier. C'est-à-dire que cet immeuble se met à communiquer, à échanger, à devenir poreux avec les fonctions de la ville et les fonctions des autres immeubles. Il accepte à l'intérieur même de son enceinte d'autres fonctions, des cafétérias, des petites zones de commerce, une petite supérette qui est ouverte à la ville. Et donc, il devient en réalité sympathique au quartier. Et finalement, donc, ce n'est plus une tour, mais c'est simplement un quartier normal de l'ordre de 30 mètres de hauteur qui a grandi pour fabriquer ce qu'on aurait pu appeler une tour, mais qui en réalité, dans sa typologie, reprend les arguments des immeubles plus bas. Voilà. Donc là, il y a une voie possible dans l'avenir pour faire face à cette question de la densité, non plus sur des tours, mais sur des quartiers qui grandissent. Merci. J'ai épuisé mes 8 minutes, c'est ça. J'ai qu'une mission, c'est de faire respecter le temps. J'essaye de le faire discrètement. Merci infiniment d'avoir partagé votre vision de l'architecture et de l'urbanisme. C'est vraiment passionnant. Je pense qu'on aura l'occasion de vous réécouter après pendant la table ronde. Voilà, on invente la tour de demain, on la construit, on la finance, on imagine les nouveaux usages pour les occupants et dans ce panier, une nouvelle source de disruption, des startups qui viennent casser les codes des occupants, les codes de la construction. Et on a un très bel exemple à vous proposer dès maintenant avec Florian Deliffer. Alors bonjour à toutes et à tous. Florian Deliffer, cofondateur et CEO de Office Riders. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, marketplace collaborative en ligne, en rupture, qui permet à tous les professionnels de profiter d'espaces sous-utilisés chez les particuliers. Donc solution effectivement hyper flexible et accessible dans les grandes villes.
Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier effectivement Revolution at Work de m'avoir convié à cette table ronde. Je me sens un petit peu le petit poussé, l'élément perturbateur ici, aux côtés de grands noms de l'immobilier. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de partager un peu notre perspective et, qui repose essentiellement sur une grande proximité avec ces nouveaux usages et cette révolution qu'on est en train de connaître dans notre style de travail. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, donc avant de commencer tout ça, j'étais consultant dans une société de conseil, puis pour les Nations Unies. Et puis j'ai décidé de m'orienter vers l'entrepreneuriat et dans les nouvelles technologies. Et c'est vrai que là, j'ai opté pour une voie beaucoup plus précaire, un rythme très différent. J'avais une vision beaucoup plus court-termiste, etc. dans ma vie. Et j'ai été très early adopter de tout ce qui est technologie dans le monde du travail, notamment grand consommateur des messengers mobiles comme Slack, le cloud. J'avais juste mon laptop sous le coude et un style de travail hyper mobile. Et au-delà de ça, j'allais aussi consommer des tiers-lieux. Je utilisais surtout ces espaces pour rencontrer du monde, trouver des collaborateurs et aussi m'entourer dans mes projets. Donc essentiellement pour trouver les personnes qui allaient m'accompagner dans mes développements. Suite à ça, c'est dans ce contexte que je me suis trouvé confronté à des difficultés qui étaient liées notamment à la flexibilité et au prix quand je suis arrivé à San Francisco, où j'ai eu un petit peu de mal à trouver des espaces de travail abordables. Et je me suis retrouvé dans un appartement donc, qui avait été surnommé le Startup Basecamp, où je pouvais à la fois séjourner, dormir, mais aussi travailler la journée dans un appartement qui avait été transformé en coworking space, et où dans le salon, je me retrouvais avec d'autres entrepreneurs pour travailler. Et à force de rester dans cet endroit assez hybride, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est entouré d'appartements dans ce centre-ville où l'immobilier est si cher, qui sont laissés inoccupés bêtement par leurs hôtes, alors qu'on pourrait en faire un usage tout à fait malin pour un segment grandissant de professionnels. Et c'est de là qu'est née effectivement la solution qu'on a lancée, que j'ai évoquée, donc Office Riders, qui est devenue une des solutions les plus compétitives pour travailler un petit peu où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez. Alors de ça, effectivement, ce que j'en retire, c'est qu'aujourd'hui, on a un rapport qui a totalement changé, un rapport au temps, à l'espace et aux personnes qui a totalement changé. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on est maintenant dans une ère dématérialisée du travail. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je viens de dire, cette dématérialisation du travail, ce qu'elle implique, c'est une autonomisation du travailleur vis-à-vis du lieu physique de travail. Et je pense que c'est effectivement les startups et les indépendants qui sont au premier rang de cette transformation, mais on s'aperçoit qu'elle est en train de concerner toutes les entreprises. Alors, il y a de quoi se demander si on va demain réellement avoir encore besoin d'un bureau fixe. Et effectivement, comme on l'a entendu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bureau fixe si c'est pour passer 1 heure dans les bouchons et se planter devant un ordinateur ? Non, comme on a déjà vu, c'est clairement pas le cas. Moi, quand je regarde nos utilisateurs, finalement, quand ils ont des besoins vis-à-vis d'espaces physiques, alors que ce soit pour éventuellement booker une salle de réunion à 2 pas d'une gare pendant 2 heures le jour même, se réunir avec ses collègues, fédérer ses collaborateurs, construire une culture autour de son entreprise aussi à travers des off-site par exemple. On a beaucoup d'indépendants aussi sur la plateforme. Généralement, la dimension sociale est primordiale. Généralement, ce qu'ils recherchent en premier, c'est avec qui aller travailler. Ils vont aller chercher une pertinence dans les collaborateurs qui vont aller à la rencontre. Et toutes ces demandes-là, on a souvent des demandes aussi de lieux extrêmement modulables où on va pouvoir imaginer dans la même journée plusieurs configurations de travail, que ce soit dans l'organisation effectivement des espaces qui vont être occupés, mais aussi dans la position physique que les personnes vont avoir. Donc les personnes ils vont aspirer à beaucoup plus de dynamisme, de liberté, et c'est finalement le point commun de tous nos utilisateurs. Derrière le côté flexible, on a des attentes qui sont effectivement très différentes parce qu'on a une typologie qui est très vaste. On s'adresse à la fois à l'indépendant, mais aussi au groupe du CAC 40. Il y a toujours cette volonté de dynamisme, de changement et de liberté. Donc ces lieux physiques qui sont devenus finalement des vecteurs de collaboration et d'échange. Et on le voit effectivement à travers plein de solutions qui sont imaginées aujourd'hui. Je pense que ça renforce aussi finalement leur rôle vis-à-vis de la culture qui est créée, mais une culture qui va devenir finalement basée sur des moments de vie. C'est des moments de vie qui sont créés dans ces espaces-là, des moments d'échange et d'interaction.
Alors, quand on prend encore plus de recul, c'est vrai que, notamment sur toute la cible indépendant freelance, on pourrait presque parler d'une culture qui devient donc perméable, et on s'aperçoit qu'il y a des outils ou des plateformes. Alors, c'est vrai que là, je pense par exemple à Upwork, qui est une des premières plateformes de freelance en France. On a l'impression que finalement, ils ont créé aussi leur propre culture, qui va être finalement dans tous les freelances qui travaillent au sein de cette plateforme-là, inculqués. Donc voilà, donc c'était juste pour expliquer un petit peu cette vision-là. Aujourd'hui, donc nous, à nos côtés, on a tout un tas d'acteurs effectivement qui ont des approches peut-être plus physiques, notamment on pense à WeWork, on pense aussi à General Assembly. Alors quand on regarde les grands groupes, on a cité Google, je pense que c'est effectivement les entreprises les plus innovantes, où là on va voir que la plupart des initiatives au cœur de leur espace, ça va être des lieux qui incitent et qui favorisent le coworking, le réseautage et les échanges, les moments de vie, comme je disais tout à l'heure. Et après, à nos côtés, donc des acteurs plus disruptifs qui vont généralement être online, et des marketplaces qui vont être des marketplaces peer-to-peer, où là, on va essayer d'aller recycler des espaces existants et qui sont laissés inoccupés et qui vont finalement permettre de répondre à tous ces besoins que j'ai évoqués précédemment. Donc là, je pense notamment à Liquid Space, Peerspace ou Vroomie en Angleterre, qui sont des acteurs assez similaires à Office Riders. Donc pour finir, nous, la vraie question qu'on soulèverait par rapport à des acteurs un petit peu traditionnels, c'est pourquoi construire des nouveaux espaces alors qu'on a déjà des espaces existants que l'on peut recycler dans une logique peut-être plus durable, plus économique et plus écologique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la table ronde. Bon, en conclusion, il nous a posé une question. Pourquoi construire quand on peut réutiliser ? Pourquoi construire quand on peut faire évoluer les usages ? C'est une super ouverture, merci. Qui veut commencer ? Si vous voulez, moi, alors, premier point, pourquoi construire quand on peut recycler ? Il se trouve que par hasard, on a été confronté il y a maintenant une grosse dizaine d'années à la restructuration de grandes tours de la Défense. C'était un micro-marché. C'était un marché de niche et un marché extrêmement pointu. On a commencé par la tour Opus 12. On a fait la tour First. Tout le monde a oublié aujourd'hui que c'est une restructuration. C'est une restructuration d'une tour de 1973 à qui on a redonné une nouvelle vie. Et puis ça, c'est devenu une activité récurrente pour nous. Ça fait maintenant plus de 4 ans que c'est plus de 50% de notre activité. Aujourd'hui, la ville se reconstruit sur la ville. La période où on ne construisait d'immeubles de bureaux innovants que dans le neuf et dans des quartiers neufs est révolue. L'ère du zoning est révolue. On réinvente des lieux. Alors après, c'est une question d'échelle. On peut réinventer l'usage des lieux. Je crois que des procédures comme Réinventer Paris sont critiquables sur pas mal de sujets, ont amené beaucoup d'innovations. Une innovation intéressante, c'est la notion de maîtrise d'usage. Qu'est-ce qu'on fait dans ces immeubles après et comment on pérennise l'usage dans ces immeubles. Mais en tout cas, pour un promoteur, le marché de la restructuration, et depuis 10 ans, nous on a essayé de devenir leader sur ce marché, est un marché majeur. Ça n'est plus un marché de niche, ça n'est plus un marché de seconde œuvre, de seconde zone. C'est un marché aussi ambitieux que le neuf. Et il se trouve que historiquement, les endroits qui ont été urbanisés en premier sont généralement les endroits les plus sympathiques et les mieux desservis. Et donc dans l'approche globale de réduction du temps de transport, je ne suis pas en train de prôner la ville idéale où on travaille et on habite dans le même immeuble. Ça ne marche pas, ça c'est Orwell. Par contre, être dans des quartiers mixtes où il y a du bureau, de la résidence, de la culture et du loisir et du commerce, ça oui. Regardez, partout dans le monde, il n'y a jamais une émeute qui apparaît dans un quartier mixte. Les émeutes, elles apparaissent dans des cités dortoirs où il n'y a pas d'activité ou dans des lieux industriels.
Jamais, jamais dans le monde, dans des endroits mixtes. Ouais, alors moi je voudrais rebondir parce que cette question elle est effectivement hyper intéressante, d'abord parce que effectivement c'est une question environnementale, hein. Et surtout il y a beaucoup de questions qui se posent déjà sur des supports. Je vais prendre l'exemple des parkings. Les parkings, on sait très bien que c'est utilisé par des gens qui y habitent la nuit, et ça a plutôt vocation à être utilisé par des gens qui travaillent donc au bureau dans la journée. Donc par exemple il y a un certain nombre de sociétés qui se sont constituées pour mettre en relation des parkings d'habitation et les mettre à disposition d'immeubles de bureaux qui ont un déficit. Mais pour être peut-être un peu moins un peu cash et un peu direct, pourquoi est-ce qu'on construit de nouveaux immeubles ? Parce que ça répond à un besoin. Je dirais que de la même manière qu'un investisseur va chercher un rendement, un promoteur va effectivement restructurer ou développer un immeuble de bureau parce qu'à un moment, il considère, ou il a la commande, du fait qu'un utilisateur va avoir besoin de cette thématique-là. L'exemple de Vinci, je pense qu'il est extrêmement parlant là-dessus. Après, je pense que c'est aussi une question de volume. Et il y a probablement sur des utilisateurs de taille plus modeste, on va dire des TPE, où effectivement cette flexibilité va probablement permettre d'éviter une expansion, mais ça reste marginal par rapport aux opérations de taille significative sur les immeubles de bureaux. Oui, je pense la même chose, c'est-à-dire que effectivement la grande question qui nous est posée à nous concepteurs maintenant, ça n'est pas de bâtir la ville, c'est de la transformer. C'est ça la grande question, et dans la transformation. Et cette transformation, évidemment, s'exerce à tous les niveaux. Elle s'exerce au niveau qui a été rappelé, c'est-à-dire au niveau d'un appartement qui devient un bureau, ou inversement, d'une multifonctionnalité, disons, des espaces. Elle s'exerce aussi au niveau des quartiers, ça a été rappelé par Jean-Frédéric, c'est-à-dire qu'un immeuble peut être reconditionné, il peut être augmenté, il peut être complété par d'autres fonctions. C'est-à-dire que cette question de la transformation de la ville est au cœur du sujet. Et elle est complétée par effectivement tous les paramètres qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'inventivité, la surprise, c'est-à-dire que aujourd'hui la banalité dans l'immeuble de bureau, qui a été malheureusement la règle ici. Je vous rappelle qu'à La Défense, quand même, il y a eu une époque dans les années 70 où presque la moitié de ce qui a été produit ici comme immeuble de bureau sortait du même archétype, c'est-à-dire du même dessin, de la même hauteur, de la même coupe, du même. C'est-à-dire on a osé fabriquer quand même quasiment la moitié de ce quartier de La Défense sur une idée identique, quoi. C'est quand même assez fascinant de voir ça. Et qu'aujourd'hui, en plus, on constate que cette idée a généré des bâtiments qu'on ne sait pas moderniser, parce que les hauteurs sous plancher sont trop basses, parce que les systèmes d'air conditionné sont irréformables, parce qu'on ne peut pas ouvrir des fenêtres à cause des systèmes qui étaient adoptés. C'est-à-dire que rien n'avait été préparé pour les projeter dans une espèce d'avenir. Et donc, ce qui se passe ici, en réalité, c'est cette transformation désirée de la ville s'accompagne d'un désir culturel. C'est-à-dire que cette époque dont nous avons parlé, donc de la monotonie de la production, s'accompagnait aussi d'une uniformation sur le territoire. C'est-à-dire qu'on s'attendait finalement, quand on voyait un immeuble de bureau à Marseille, à Paris, à Toulouse, à Lille, à Bruxelles, à Francfort, c'était le même, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est qu'il y a un lien culturel, une forme d'identité de l'espace et du lieu par rapport à moi ce que j'appelle le génie du lieu. C'est-à-dire tous les lieux ont un génie particulier. Et ce génie du lieu inspire non seulement la forme de l'immeuble, mais inspire ses matières, inspire son style, la façon d'y travailler. Et on ne travaille pas de la même manière à Palo Alto ou à San Francisco qu'on travaille de la même manière à Paris ou à Londres, etc. Chaque pays produit une forme d'identité dans l'espace de travail. Des nouvelles startups qui viennent disrupter, révolutionner le monde de l'immobilier, il en sort une tous les ans. Les méthodes de travail évoluent tous les 2-3 ans, ça s'accélère. On est à Revolution at Work où on parle de toutes ces nouvelles méthodes. On a parlé des projets immobiliers qui durent 30 ans. Il y a au moins 5 ans de conception en amont, de préparation du projet. Comment on fait cohabiter ce rythme qui s'accélère avec un métier qui, de par sa complexité et de par son ADN, s'inscrit dans des très très longues durées? Je pense qu'il va y avoir une révolution de l'industrie immobilière, pas forcément sur la structure des bâtiments, mais sur les services qui tournent autour. Il y a énormément de services où effectivement le traitement d'informations est colossal. Je pense au service de property management, où effectivement la gestion de ces datas et la numérisation de tout ce que ça implique va
pour le coup, révolutionner ce modèle. Après, sur une start-up qui s'en crée tous les jours, mais qu'est-ce qui va révolutionner et en gros rendre obsolète l'intégralité des bâtiments, sachant que l'échelle de temps n'est pas la même, on reste à la fin de la journée quand même avec quelqu'un qui doit avoir un poste de travail, qui soit partagé, qui soit pas partagé, etc. Donc je ne suis pas certain qu'on vive une révolution qui, du jour au lendemain, mette à terre tous les concepts qui ont été faits jusqu'à présent. Je me permets juste de compléter avec quelque chose. Aux États-Unis, le concept de WeWork s'est développé. Sur la partie économique, on n'est pas sûr que ça tienne vraiment la route. Je pense que c'est quelque chose que vous regardez de près parce qu'ils sont en train de casser un petit peu les codes et d'arriver vraiment à faire le métier d'immobilier. Ils sont, les métiers de promoteurs, ils vont très loin dans l'architecture qu'ils imposent aussi aux espaces. Comment vous regardez ça chez Altaria Cogedim? Alors, d'abord, toute la réflexion qui a été menée depuis 30 ans sur la flexibilité, la transformabilité des immeubles de bureaux. Et je crois qu'en France, on est, de ce point de vue-là, pas mal placé au niveau mondial parce qu'on n'a pas été dans des modèles totalement figés. Les États-Unis ont historiquement été dans des modèles d'espace ouvert. La France a été pendant très longtemps allergique à l'open space. Regardez les films de Tati qui sont caricaturaux sur ce sujet-là. Bon, je pense que ça fait un moment qu'en France, on est passé au-delà de cette réflexion. Il y a un modèle que je cite toujours qui est assez marrant, c'est vous allez à Dallas. À Dallas, il y a une tour qui est bien connue des promoteurs et des architectes, qui a une façade avec des pointes, avec des angles. Pourquoi? Parce que donc aux États-Unis, on travaille en open space. Et donc, les tours sont carrées ou rectangulaires. Et la façade est à 20 ou 30 mètres du noyau et des ascenseurs. Et puis, il y a un promoteur qui a dit, oui, mais quand on est chef aux États-Unis, on a un bureau en façade. Et le bureau en façade, on le loue plus cher. Et puis, quand on est grand chef, on a un bureau dans les angles, avec 2 façades. Et donc, il a fait une tour avec des pointes, parce qu'il ne vend que des bureaux de chef. Et donc, il la loue plus cher. Le modèle, il y a un petit promoteur new-yorkais qui a trouvé ça génial et qui l'a copié, qui l'a fait la même à New York. On l'a beaucoup vu dans les journaux ces derniers temps, ça s'appelle la Trump Tower. Regardez la façade de la Trump Tower, ça vient de là. Bon, je pense que ça fait longtemps qu'en France, on est passé un petit peu au-delà de ça en termes d'usage. Ça n'est pas le promoteur, ça n'est pas l'investisseur, ça n'est pas le propriétaire qui décide comment l'entreprise va travailler. Notre responsabilité à nous promoteurs et aux concepteurs, c'est d'inventer les coquilles qui vont permettre l'évolutivité. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que ces modèles expérimentaux que vous citez, nous, on les recherche pour d'autres raisons. C'est le caractère polytopique ou chronotopique, pour parler savamment, des immeubles de bureau. Un immeuble de bureau, il doit servir demain à autre chose que le bureau. La salle du restaurant d'entreprise, si le matin ou l'après-midi, vous pouvez l'utiliser en salle de réunion, c'est 3% de la surface du bâtiment. 3%. Si vous êtes capable d'organiser ça, et ça va dans le détail, c'est la climatisation, c'est le choix des matériaux, c'est le contrôle d'accès, c'est les issues de secours, c'est les escaliers d'accès, c'est les ascenseurs. Tout est à revoir. Si vous intégrez ça, c'est 3% d'amélioration du rendement de votre bâtiment, instantanément. Quand on sait qu'on peut travailler pendant des mois pour gagner un demi-point d'amélioration, si on a cette approche-là sur l'usage, on a gagné. Demain, dans nos immeubles, ce qu'on fait va au-delà. Un auditorium comme ici, il est classé établissement recevant du public. C'est une longue discussion qui nous occupe des mois avec les pompiers, avec les services de la préfecture de police. Quand on fait ça, on permet le soir, après 20 heures, de le louer ou de le prêter aux assemblées générales des copropriétés du quartier, aux associations qui viennent une fois par an faire leurs séminaires. Et donc, on utilise de façon plus intense les bâtiments. C'est exactement l'exemple des parkings mutualisés. Quand vous avez un parking de bureau qui est occupé la journée, quand vous avez un parking de logement qui est occupé la nuit, quand vous avez un parking de cinéma qui est occupé le soir et le week-end, si vous mutualisez, vous avez tout gagné. C'est cette réflexion sur l'intensification de l'usage des bâtiments qui a une implication économique immédiate. Ce qui drive notre recherche, ça n'est pas la généralisation du modèle du freelance. Par contre, c'est l'application de ce genre d'usage-là, y compris dans des très gros bâtiments et y compris pour des très gros utilisateurs ultra-institutionnels.
Il y avait des gens dans cette salle qui sont vraiment le contraire de start-up. Hein. Quand j'ai vendu l'année dernière un immeuble à la Caisse des dépôts qui a 200 ans, qui n'est pas vraiment l'image première qu'on a d'une start-up, eh bien, ils sont totalement dans cette réflexion-là. Quelle est la flexibilité qu'offre mon immeuble? Quels sont les usages annexes qu'offre mon immeuble, qui ne sont pas des usages traditionnels de bureau et qui garantiront que dans 10 ans, mon immeuble ne sera pas obsolète. Monsieur Viguier, il nous reste 1 minute 30 à peu près. Ah, vous voulez la réaction d'Office Rider? Pour le coup, effectivement, par rapport à ce que disait Jean-Frédéric, moi je rejoins totalement sur ce principe d'optimisation, effectivement, et même en B2B, hein, c'est-à-dire effectivement d'un professionnel à un autre professionnel qui voudrait optimiser son espace. Et c'est quelque chose qui va tout à fait dans la logique qu'on a aussi effectivement emprunté. Et c'est essentiel de pouvoir prévoir ça dans les nouveaux bâtiments que vous construisez. Et je pense que ça fait partie aussi d'une démarche qui est écologique, dans le même sens que ce qu'on a fait avec Office Riders. Et l'autre point, c'était le fait que, effectivement, on se destine à peut-être ne plus aller au bureau pour travailler, en tant que travailler comme on l'entend traditionnellement, mais beaucoup plus pour le coup, échanger, créer des liens, construire avec les autres et créer des moments de vie, comme on le disait tout à l'heure. Les objectifs sont partagés, les outils un petit peu différents encore pour le moment. Je vais juste rajouter un mot. On est à La Défense, qui est le premier quartier d'affaires d'Europe. Quand vous entendez parler les gens de la City de Londres, ce qu'ils vendent à leurs clients, ils disent, voilà, au pied de vos tours, qui sont les tours les plus iconiques au monde, vous avez la vie. Vous avez les pubs, vous avez les restaurants, vous avez les boîtes de nuit. Les gens qui viennent travailler dans vos immeubles, ils savent qu'ils ont la vie autour d'eux et c'est un élément d'attractivité. C'est un paradoxe, mais aujourd'hui où tout le monde peut travailler de chez soi, ben, tous les étudiants qui recherchent leur premier emploi, vous leur demandez les critères de choix. Dans les critères de choix de leur premier employeur, l'adresse qui leur est proposée pour l'immeuble de bureau est un critère primordial. Et pour les Anglais, c'est le pub. Merci beaucoup. On a écoulé l'heure qu'on devait passer ensemble. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je vous demande de les applaudir très fort.